Homo sapiens n'était là pas la seule espèce humaine vivante vers la fin de l'époque du Pléistocène. Nous avons également partagé la planète avec les Néandertaliens, Homo neanderthalensis, une espèce d'humain archaïque caractérisée par leur taille courte et trapue, leur corps en forme de tonneau et leurs arcades sourcilières proéminentes. Pendant environ 150 000 ans, les deux espèces ont partagé la planète, jusqu'à CE que les Néandertaliens disparaissent au dehors de la surface de la Terre pour ne réapparaître que des milliers d'années plus tard lors de fouilles archéologiques. Dans un monde dominé par Homo sapiens au XXIe siècle, il est étonnant d'imaginer un monde où plus d'une espèce humaine existe. Mais au Pléistocène, à l'aube de l'humanité, il n'y avait pas deux mais trois espèces humaines partageant ensemble la steppe des mammouths. Notre espèce était accompagnée non seulement des Néandertaliens, mais aussi des Dénisoviens. Une espèce humaine archaïque disparue du monde, qui n'a été réexaminée et officiellement identifiée par la science qu'en 2010 sur la base de restes découverts des années auparavant. Les Dénisoviens représentent une espèce qui était nettement différente des Néandertaliens et de nous. Et à ces jours, on en sait relativement peu sur eux si l'on compare à CE que nous savons des Néandertaliens. Ils restent une espèce mystérieuse d'humains archaïques dont il reste encore beaucoup à découvrir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner CE que nous savons de certains de nos plus proches cousins, les Dénisoviens. Nous allons examiner les découvertes faites par la science jusqu'à présent, en identifiant les individus qui ont été retrouvés dans des grottes à travers le monde. Nous allons examiner leur alimentation, leur mode de vie et leur culture, en observant comment ces premiers humains vivaient et survivaient dans les environnements hostiles qu'ils considéraient comme leur foyer. Installez-vous et détendez-vous pendant que nous vous faisons voyager dans le temps. Pour rencontrer les Dénisoviens, nos cousins les plus mystérieux. De nombreux restes de Dénisoviens ont été découverts à travers l'Asie centrale et du Sud-Est. Leur ère connue s'étend du sud de la Russie, à son point le plus septentrional, jusqu'à la Mongolie et la Chine, et descend jusqu'à CE, qui est aujourd'hui les régions les plus au nord du Laos. Le site paléo-archéologique le plus fiable pour découvrir des restes liés aux anciens Dénisoviens est la grotte de Denisova, dans le sud de la Russie, dont l'entrée se trouve dans la chaîne de montagnes de l'Altaï, dans le massif Basilevski. La grotte ainsi que les anciens humains découverts à l'intérieur ont reçu leur nom, Dénisovien ou Homo Denisova, d'un homme nommé Denis, ou Dionysie, un ermite pratiquant les rituels et croyances traditionnelles de l'ancienne église orthodoxe russe au XVIIIe siècle, qui a passé le reste de ce jour à vivre seul dans la grotte. Dionysie ne pouvait pas le savoir à l'époque, mais il vivait dans l'un des sites paléo-archéologiques les plus importants de toute l'Asie. La grotte a pris de l'importance aux yeux de la science dans les années 70, lorsque les premiers restes d'humains archaïques ont été découverts à l'entrée de la grotte. Ces premiers spécimens n'ont été décrits ou nommés que bien plus tard, mais leur âge a été estimé à environ 125 000 ans pour les plus récents et 185 000 ans pour les plus anciens. Cela a été déterminé en utilisant à la fois la datation par thermoluminescence dans les sédiments de la grotte et la datation au radiocarbone sur le charbon de bois local. Ces premières découvertes ont été faites par Nikolai Ovidov, un paléontologue russe qui, lors de sa première expédition dans la grotte de Denisova, recherchait des espèces de chiens disparus,
comme les loups terribles qui parcouraient l'Eurasie à la même époque que nos premiers ancêtres. Bien que des découvertes ayant été faites par la suite tout au long des années 80, la recherche sur les Denisoviens n'a vraiment commencé à s'intensifier qu'en 2008. Une équipe d'archéologues dirigée par Mikhail Chounkov de l'Académie russe des sciences est entrée dans la grotte près de 40 ans après la découverte initiale et a fait une découverte fantastique. Un os de doigt appartenant à une jeune femme hominine, datée d'environ 70 000 ans, a prouvé que la grotte de Denisova était utilisée par les premiers humains pendant des milliers d'années. C'est cet os de doigt qui a fait découvrir au monde la troisième espèce humaine vivant le long de la steppe à Mammouth à la fin du Pléistocène. La femme à qui appartenait cet os de doigt a d'abord été appelée femme X. Selon l'acide désoxyribonucléique mitochondrial matrilinéaire qui, après analyse, a prouvé qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce humaine distincte du genre Homo, génétiquement différente à la fois de Homo sapiens et de Homo neanderthalensis, mais vivant pourtant au même endroit et à la même époque dans l'histoire naturelle. Suite à cette découverte, les Denisoviens ont été réintroduits dans le monde humain. D'autres découvertes ont encore été faites en 2019, lorsque Katerina Deoka, une archéologue grecque, a utilisé la datation au radiocarbone pour analyser une série de spécimens provenant de la grotte de Denisova, déterminant que certains d'entre eux ont vécu il y a jusqu'à 120 000 ans. De plus, de l'acide désoxyribonucléique denisovien a été découvert dans certains des sédiments les plus anciens de la grotte, qui remontent à 217 000 ans. De tout le squelette denisovien, nous avons jusqu'à présent découvert en tout des doigts épars, des dents, des os de la mâchoire, des os des jambes, des os du crâne et peut-être des os du bras. Le squelette complet du denisovien reste encore à découvrir, mais des études supplémentaires sont nécessaires avant que nous puissions déterminer exactement à quoi ressemblait un de ces personnes. Les Denisoviens restent encore largement entourés de mystères et d'intrigues. Et comparés à ces que nous savons des humains modernes et des anciens néandertaliens, les Denisoviens viennent tout juste de commencer à révéler leurs secrets à la science. Nous savons, grâce à leur lieu de sépulture où l'on a retrouvé leurs rares restes, que les Denisoviens étaient une population distincte d'humains archaïques que l'on pouvait trouver à travers la Sibérie, l'Asie centrale et l'Asie du Sud-Est, et que, tout comme leurs cousins néandertaliens, privilégiaient les grottes disséminées sur les collines et montagnes de la steppe à Mammouth, le plus grand biome continu que le monde ait jamais connu. En examinant les détails même des ossements, cependant, les scientifiques sont capables de discerner un peu plus d'informations sur l'apparence précise des Denisoviens. L'os du doigt qui a permis d'identifier les Denisoviens comme une nouvelle espèce, par exemple, présente des proportions similaires à celles d'une femme Homo sapiens, et il est probable que nos deux espèces étaient improntés très proches en taille. Cependant, les nombreuses dents de Denisoviens retrouvées dans les grottes d'Asie racontent une autre histoire. Les dents des Denisoviens étaient bien plus grandes que celles des humains actuels, et leur taille était plus comparable à celle des premiers hominidés, comme les australopithèques d'Afrique. Leurs dents étaient aplaties et leurs mâchoires inférieures étaient plus reculées de façon plus prononcée que celles des humains actuels. En utilisant la technologie de reconstitution faciale sur les restes faciaux et crâniens découverts jusqu'à présent, les scientifiques ont réussi à créer une idée générale de l'apparence moyenne d'un Denisovien.
Les résultats de la reconstitution faciale donnent un hominidé qui ressemblait étrangement à de nombreuses représentations de Homo neanderthalensis, et les deux espèces étaient improbablement très étroitement liées. Leur visage, en général, pouvait présenter une proéminence au niveau de l'arcade sourcilière et de la bouche, et ils arboraient un nez large et imposant, probablement pour filtrer l'air froid de leur environnement de montagne-steppe. Tout comme les Néandertaliens, la forme et la structure générale de leur visage étaient celles de nombreux premiers humains, avec un front incliné et un crâne long et plat. De plus, les estimations du corps entier de Denisovien montrent un hominidé large et en forme de tonneau comme les Néandertaliens, avec de larges épaules, des côtes robustes et des hanches larges qui auraient donné à ces personnes une stature robuste et trapue. D'après CE que les scientifiques ont réussi à discerner du génome des Denisoviens, de nombreux gènes sont présents et sont étroitement associés à des caractéristiques telles que la peau foncée, les cheveux foncés et les yeux foncés chez les humains modernes. On peut supposer qu'en raison de ces gènes, les Denisoviens auraient en moyenne eu une peau beaucoup plus foncée que celle des Néandertaliens, avec généralement des yeux et des cheveux bruns. Fait étonnant, les Denisoviens possédaient également un gène que l'on retrouve couramment chez les Tibétains, qui peut aider à supporter de faibles niveaux d'oxygène en haute altitude. Autres gènes identifiés chez les Denisoviens comprennent des gènes qui influencent la répartition de la graisse corporelle avec un nombre proportionnellement élevé de gènes associés aux os et aux tissus corporels. Ils possèdent moins de gènes qui, chez les Néandertaliens et les humains modernes, sont exprimés dans le cerveau. Ces cousins mystérieux étaient peut-être légèrement moins intelligents que nous et que nos parents néandertaliens, mais ils étaient plus corpulents et plus robustes que les deux. Comme pour de nombreux sujets concernant les Denisoviens, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour dresser un portrait précis de CE, à quoi ressemblait réellement un Denisovien moyen de son vivant. Alors que nous savons avec certitude à quoi ressemblaient les humains anciens et que nous avons une bonne idée de l'apparence d'un néandertalien moyen, nous n'avons que des estimations pour les Denisoviens. Peut-être qu'à l'avenir, nous serons finalement capables de découvrir nos cousins avec plus de détails. À ce jour, la science connaît les restes d'environ 9 individus dénisoviens distincts. Ces restes sont dispersés sur les 3 sites paléoarchéologiques connus pour abriter des ossements dénisoviens en Russie, en Chine et au Laos, et des découvertes continuent d'être faites. Le fragment de doigt découvert en 2008, provenant de la jeune femme connue sous le nom de X-femme, venait du 5e doigt de l'individu, et l'os serait issu d'une fille de 13 ans, pensons. C'est un minuscule fragment, mais il a provoqué une révélation majeure dans le monde de la paléoarchéologie lors de sa découverte. Avec si peu de restes, il est impossible de savoir comment cette fille est morte ou pourquoi elle se trouvait dans la grotte de Denisova. Mais peut-être qu'elle était soignée après une blessure, ou peut-être que la population de la grotte a été attaquée et tuée par des prédateurs. Les dents de Denisova, connues par la science, proviennent de plusieurs individus et représentent différentes positions dentaires. 2 troisièmes molaires supérieures sont connues chez 2 hommes adultes, ainsi qu'une 2e molaire inférieure provenant d'une jeune femme, et une première molaire inférieure provenant d'un jeune enfant. La mandibule ou os de la mâchoire, découverte en 1980, a été le premier os de Denisova décrit en dehors de la grotte de Denisova, ayant été trouvé dans la grotte karstique de Baishia, près du bord du plateau tibétain, dans le comté de Chiawa en Chine.
On ne sait pas à quelle tranche d'âge ou à quel sexe appartient cet os, mais en raison de son lieu de découverte, il a été nommé la mandibule de Xiaowa. Cet os a en fait été découvert par hasard par un moine bouddhiste tibétain qui méditait dans la grotte à Ce moment-là. L'os long, de loin le plus grand os de Denisovien connu à ces jours, est soit un bras, soit une jambe. Les scientifiques ne peuvent toujours pas en être certains. Cet os provient d'une fille de 13 ans et a été découvert dans la grotte de Denisova en 2012. Cependant, il ne provient pas du même individu que la phalange de la fille de 13 ans, car la datation au carbone a prouvé qu'il y avait des dizaines de milliers d'années entre l'existence des deux restes. Enfin, le fragment d'os crânien, découvert en 2019 dans la grotte de Denisova, provient d'un individu d'âge ou de sexe indéterminé et représente une partie de l'os pariétal, l'un des deux os qui forment le côté et le sommet du crâne. Avec un peu de chance, d'autres restes seront découverts à l'avenir et nous disposerons d'un squelette denisovien complet pour toute recherche à venir. La grotte de Denisova n'est pas seulement un foyer pour les spécimens physiques denisoviens, elle porte également de nombreuses preuves, des choses que ces premiers humains ont laissées derrière eux. Une multitude d'artefacts précieux ont été découverts à l'intérieur de la grotte, dont beaucoup étaient composés de pierres. Les nucléus lithiques Fa, par exemple, sont courants. Il s'agissait de morceaux de pierre ou de silex que les Denisoviens avaient intentionnellement façonnés pour répondre à un besoin. Ces nucléus prenaient la forme de grattoirs en pierre, peut-être pour couper de la viande ou tanner des peaux d'animaux. Des nucléus lithiques denticulés, qui étaient dentelés à une extrémité, servaient peut-être à couper du bois ou à briser de la roche, et des nucléus lavalawa, qui étaient maintenant façonnés et pointus, probablement utilisés pour percer à la chair des proies. Les outils présents dans la grotte datent d'une période allant de 281 000 ans pour les plus anciens à environ 14 000 ans pour les plus récents. Au fil des années, la grotte Denisova a été habitée par un grand nombre de Denisoviens qui la considéraient comme leur propre demeure. Il semblerait cependant que les Denisoviens s'intéressèrent également aux moyens de décoration et à un artisanat légèrement plus complexe. Des burins en pierre ont été découverts au fond de la grotte, un type de petit outil portatif qui aurait fonctionné un peu comme un instrument de gravure moderne, avec un manche et une pointe. Les Denisoviens utilisaient ces burins pour graver des marques sur les os et les parois de leurs grottes. Peut-être pour créer des motifs ou des marques sur leurs objets personnels. Des ciseaux ont également été découverts dans la grotte, que les Denisoviens utilisaient pour tailler la pierre et le bois. C'est eux qui leur permettaient de contrôler avec précision la forme de leur environnement naturel. Au fil des années, les Denisoviens ont perfectionné leur maîtrise de leur environnement grâce à une gamme d'outils plus large, fabriqués à partir des os d'animaux. Non seulement les objets fabriqués à partir d'os étaient plus complexes et avancés que les matériaux plus anciens trouvés dans la grotte, mais ils étaient également utilisés pour l'ornementation personnelle plutôt que pour l'artisanat. Rien que dans la grotte de Denisova, les chercheurs ont découvert des anneaux fabriqués en ivoire, des pendentifs faits à partir de dents de cerf et des aiguilles en os, qui auraient pu être utilisés pour coudre des peaux d'animaux afin de créer des vêtements basiques et amples. Les Denisoviens fabriquaient également des bijoux en pierre et en marbre. Des anneaux et des colliers composés de ces matériaux ont été découverts dans la grotte.
Il existe cependant la possibilité que des individus Homo sapiens aient fabriqué CES objets. La période à laquelle ils ont été datés, il y a environ 55 000 ans, coïncide avec l'époque où les humains modernes migrèrent à travers l'Asie et la Sibérie. Il n'était donc pas clair qui, exactement, a fabriqué CES outils plus avancés. Le débat reste ouvert. Cela aurait pu être l'une ou l'autre de nos espèces. Les Denisoviens pourraient en fait avoir devancé à la fois nous-mêmes et les Néandertaliens dans la création la plus ancienne d'art. Des découvertes archéologiques dont faites en 2020 et un près des sources chaudes de Kusang, dans CE qui est aujourd'hui le Tibet moderne en Chine, nous offrent non seulement la plus ancienne occupation connue du plateau tibétain par une espèce humaine, mais aussi une série de découvertes qui pourraient potentiellement être révolutionnaires. Il y a environ 200 000 ans, un groupe de jeunes Denisoviens a parcouru la région et a laissé derrière lui diverses empreintes de mains et de pieds d'hommes dans le sédiment, gravées coin à jamais dans la roche du monde moderne. En raison de la taille des empreintes, on peut supposer qu'elles ont été faites par des enfants dénisoviens qui jouaient peut-être ou expérimentaient avec des motifs et des formes. Les enfants prenaient bon soin de ne superposer leurs empreintes que légèrement et de les concentrer dans une petite zone du sédiment. Il existe également des preuves de mouvement dans le sédiment. Lorsque CES dénisoviens ont fait CES marque dans la boue ancienne, ils ont délibérément déplacé leurs doigts à l'intérieur. Ces empreintes sont les plus anciennes de leur genre dans les archives archéologiques, et les prochains exemples connus n'apparaîtront dans CES archives que 40 000 ans plus tard. Si c'était bien l'intention de CES jeunes dénisoviens d'expérimenter avec des impressions et des empreintes, cela peut être considéré comme le premier exemple d'art intentionnel dans tout le monde naturel, un événement qui allait faire jurisprudence pour des centaines de milliers d'années à venir. Quant au régime alimentaire moyen du Dénisovien, il semblerait qu'il partageait des caractéristiques similaires avec de nombreux groupes de nos cousins néandertaliens. Sur la steppe du mammouth du Pléistocène, dans le sens où ils avaient encore des régimes riches en protéines obtenus en mangeant la viande de grands animaux. Les Dénisoviens semblaient avoir des régimes riches en amidon ainsi qu'en acides gras, CE, qui implique que la viande constituait une part importante et notablement grande de leur alimentation moyenne. On pense que les Dénisoviens chassaient ou charognaient pour obtenir cette viande, et sur la steppe du mammouth, il y en avait en abondance. Nous savons grâce aux bijoux trouvés dans la grotte de Denisova que les Dénisoviens interagissaient avec les cerfs sauvages et les chats séantes. Ainsi, des espèces comme le cerf élaphe et l'élan constituaient une grande partie de leur alimentation. Ces mammifères emblématiques de la nature sauvage étaient en abondance sur la steppe du mammouth vers la fin de l'époque du Pléistocène, et les Dénisoviens étaient bien équipés pour les chasser, avec leur intelligence et des outils puissants. Le sanglier et le bison pouvaient s'avérer un peu plus difficiles à chasser. Mais ces grands animaux faisaient aussi partie intégrante du menu des Dénisoviens. Le plus spectaculaire de tout, c'est qu'il existe des preuves suggérant que les Dénisoviens s'attaquaient eux-mêmes à l'animal emblématique de la steppe à mammouth. Alors que les mammouths laineux migraient et paissaient à travers les prairies d'Eurasie, ils entraient en contact avec des groupes de Dénisoviens qui risquaient leur vie et leur intégrité physique pour se nourrir d'un animal aussi imposant. Pour y parvenir, ils auraient dû utiliser des stratégies de chasse complexes et un large éventail d'outils de chasse. Bien que beaucoup de CES chasses aient probablement été fatales pour les groupes de Dénisoviens mal préparés, ceux qui parvenaient à abattre un puissant mammouth laineux étaient nourris pendant des semaines.
avec la viande de CES, énormes animaux. C'est eux qui auraient sûrement aidé un groupe familial à traverser les rudes hivers du Pléistocène. En raison de la température fraîche de la grotte de Denisovka, dans CE, qui est aujourd'hui la Russie moderne, les scientifiques ont pu préserver et séquencer l'acide désoxyribonucléique mitochondrial des spécimens morts entre SES mûrs. Grâce à des études intensives, ils ont pu déterminer que l'acide désoxyribonucléique des Denisoviens différait d'une autre par 385 bases sur un total de 16 500. En revanche, l'acide désoxyribonucléique mitochondrial des Néandertaliens ne diffère d'une autre que d'un peu plus de 200 bases au total. On pensait initialement que cela signifiait que les Néandertaliens, qui se sont séparés de la lignée de nos ancêtres communs il y a environ 600 000 ans au plus tôt, sont plus proches des humains modernes que ne l'étaient les Denisoviens. Par conséquent, les Denisoviens sont une espèce plus ancienne et plus archaïque que les Néandertaliens, et ils se sont séparés de la lignée de nos ancêtres communs, il y a un peu plus d'1 million d'années, devançant les Néandertaliens d'environ 400 000 ans. Cependant, des études supplémentaires portant sur l'acide désoxyribonucléique nucléaire de nos trois espèces ont prouvé que les Denisoviens et les Néandertaliens étaient bandes plus proches l'un de l'autre qu'ils ne l'étaient bancs de Homo sapiens. Ces études ont montré que les Denisoviens et les Néandertaliens se sont séparés des humains modernes il y a un peu plus de 800 000 ans, puis se sont séparés l'un de l'autre il y a environ 640 000 ans. L'ancêtre le plus proche des Néandertaliens et des Denisoviens serait Homo heidelbergensis, une espèce du Pléistocène moyen qui a causé beaucoup de confusion chez les taxonomistes et les paléoanthropologues au fil des ans en raison des débats sur sa classification. Le débat se poursuit à mesure que de nouvelles études sont menées et que de nouvelles théories et de nouvelles dates concernant l'évolution des Denisoviens et leur relation avec les Néandertaliens et les humains modernes émergent. Il est bien connu que les humains modernes se sont croisés avec d'autres espèces d'humains archaïques. Ceci est bien connu pour les Néandertaliens. Mais des études récentes ont prouvé que les premiers Denisoviens se sont également croisés avec Homo sapiens, créant ainsi un pool génétique diversifié. L'hybridation était relativement courante chez les hominidés sur la steppe à mammouth et de nombreuses interactions entre espèces étaient probablement non conflictuelles. Par exemple, 17% du génome des Denisoviens, connu grâce à la grotte de Denisova, a été retrouvé chez les Néandertaliens vivant au même endroit. Les deux espèces passaient beaucoup de temps ensemble et se sont manifestement croisées fréquemment, et certains des spécimens dénisoviens connus sont en réalité les enfants d'une union entre un dénisovien et un néandertalien. De plus, 4% du génome dénisovien global a été identifié comme appartenant à un homininé totalement inconnu. C'est eux qui pourraient expliquer les difficultés à déterminer précisément quand et comment les Denisoviens ont évolué. Il y a de fortes chances que l'acide désoxyribonucléique présent dans le génome dénisovien qui n'a pas été identifié appartienne soit à Homo longi, une espèce connue de la rivière Songhua en Chine à la même époque, soit à Homo daliensis, connu du comté de Dali en Chine. Chacune de ces espèces aurait pu interagir et se croiser, et en raison de la migration des Denisoviens vers le sud en Asie du Sud-Est, il est très probable qu'une variété d'enfants hybrides homininés était présents sur place tout au long du Pléistocène moyen à tardif. Les pourcentages les plus élevés d'acide désoxyribonucléique dénisovien chez les humains modernes se trouvent généralement chez les aborigènes d'Australie,
les habitants des nations insulaires du Pacifique Sud, les habitants d'Indonésie et le peuple Jahai de Malaisie. Cependant, il n'est pas répandu chez les populations d'Asie de l'Est. Cela a amené les scientifiques à conclure que les Denisoviens auraient pu migrer au-delà du continent asiatique, traversant jusqu'en Océanie, notamment dans certaines parties de l'Australie, de la Polynésie et des ponts insulaires des archipels malaisiens et indonésiens. On pense que le plus haut degré de métissage et de contact interspécifique entre Homo sapiens et les Denisoviens s'est produit quelque part autour de Wallasey ou de la Sunda, en raison de la découverte des restes de la jeune fille tholienne datant d'environ 7200 ans, qui portaient de fortes proportions d'acide désoxyribonucléique dénisovien. On pense que l'acquisition de gènes dénisoviens a pu avoir divers impacts sur le corps humain. Les gènes dénisoviens ont peut-être aidé nos premiers ancêtres à s'acclimater aux environnements plus froids d'Eurasie après leur migration hors de leur terre natale africaine. Les gènes dénisoviens sont généralement associés à l'aide à la survie des personnes en haute altitude et aux environnements pauvres en oxygène, ainsi qu'à la répartition des graisses et à divers traits qui influencent le sens de l'odorat. On pense même que les gènes dénisoviens transférés dans le génome humain il y a des milliers d'années ont peut-être aidé les humains modernes à mieux supporter les symptômes de la récente pandémie de Covid-19. En raison du fait que les Denisoviens occupaient une vaste zone s'étendant du nord au sud de l'Asie, ils habitaient une grande variété d'environnements et d'habitats et auraient se rencontré une diversité incroyable d'organismes au cours de leurs déplacements. Sur la steppe des mammouths, les Denisoviens se seraient retrouvés face à un vaste environnement composé de plaines et de collines. Des herbes robustes, résistantes au climat froid du nord, auraient dépoussé sous leurs pieds. Et en hiver, des températures glaciales apportaient d'épaisses couches de neige et des vents brutaux. Dans de rares parcelles de terre, des affleurements rocheux et des montagnes surgissèrent du sol, offrant à ces premiers hommes et femmes les grottes dont ils dépendaient pour s'abriter et se réchauffer. Un répit bien nécessaire face au climat rude de la steppe. Dans certaines régions, de grands lacs auraient fleuri entre les rivières, où les Denisoviens pouvaient recueillir une source fiable d'eau douce à boire. Des bouquets de forêts de pins au nord et de forêts tempérées au sud auraient permis à leurs proies animales de se cacher des éléments et des prédateurs de la steppe. Sur la steppe d'Orchambaï-Sibité, de grands troupeaux d'herbivores broutants auraient évolué au Pléistocène, parfaitement adaptés à tirer le meilleur parti de la végétation coriace poussant au sol. Des troupeaux d'antilopes et de bisons se rassemblaient de façon saisonnière et étaient chassés par les Denisoviens dans les plaines, dans les hautes herbes. Vers les forêts, des sangliers et des cerfs se rassemblèrent pour brouter la végétation plus tendre du sous-bois ou chercher de la nourriture dans la litière de feuilles du sol forestier. Des animaux inconnus mais spectaculaires étaient présents à travers la steppe. À peu près à la même époque, les Denisoviens évoluaient, eux aussi. Les espèces de cerfs gigantesques représentaient une chasse difficile, mais gratifiante, alors que même les chasseurs denisoviens les plus aguerris devraient rester prudents lorsqu'ils chassaient un rhinocéros laineux adulte. Parfois, d'immenses troupeaux de mammouths parcouraient la steppe, sûrement l'un des spectacles les plus impressionnants de toute la nature. C'est eux qui offraient aux Denisoviens une autre occasion risquée de se procurer de la nourriture. Cependant, lorsqu'ils parcouraient les bois, les hautes herbes ou les chaînes de montagnes de la steppe, ces n'étaient que très rarement un endroit sûr pour un Denisovien.
Les lions des cavernes et les loups, ainsi que les hyènes des cavernes, chassaient en meute plus grandes et plus puissantes que leurs cousines contemporaines. Les ours aussi, qu'ils soient d'eau brun ou des cavernes, auraient été très dangereux pour ceux qui n'étaient pas préparés. À mesure que les Dénisoviens étendèrent leur territoire vers le sud, les environnements et la faune de l'Asie auraient changé. Alors qu'ils descendaient vers le sud en direction de l'Himalaya et du plateau tibétain, ils se seraient adaptés pour chasser différentes espèces de chèvres ou de moutons qui peuplaient la région. Les Barals, les Tars et les Takins, par exemple, auraient vécu aux côtés des yaks et des bovins sauvages. Les grands félins représentaient une menace majeure ici. Les léopards de l'amour, les léopards des neiges et les tigres parcouraient Hanse-Ester, tout à fait capables d'attraper un ou deux Dénisoviens pour un repas rapide. La mégafaune éteinte à l'extrémité sud de l'Eurasie orientale aurait été représentée par le magnifique Elasmotherium, une espèce apparentée au rhinocéros moderne, que l'on pensait autrefois doté d'une immense corne de kératine. En réalité, il ressemblait pas beaucoup à un rhinocéros indien moderne, avec une corne plate et bombée au lieu d'une longue et pointue. Il aurait tout de même été judicieux pour les Dénisoviens d'éviter ces herbivores massifs s'ils n'étaient pas préparés à une chasse dangereuse. Enfin, à mesure que les Dénisoviens s'étendaient vers l'Asie du Sud-Est, ils auraient rencontré des environnements incomparablement luxuriants face au froid mordant de la steppe à mammouth. La menace des tigres et des léopards aurait persisté, accompagnée de celle des grands crocodiliens et des serpents venimeux. Mais après avoir traversé les forêts de bambous du sud de la Chine, les Dénisoviens se seraient retrouvés dans les régions tropicales de l'actuel Laos. Un monde luxuriant et verdoyant de jungles chaudes et de pluies très torrentielles. Les Dénisoviens vivant ici auraient eu l'embarras du choix. Un large éventail de sources de nourriture se serait offert à eux lors de leur migration vers ces nouveaux territoires étranges. Le monde semblait être à leur portée. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Les Dénisoviens ne sont évidemment plus parmi nous, mais qu'est-ce qui a causé leur disparition définitive de la surface de la Terre ? L'explication la plus probable à cela vient malheureusement de nous. Alors que les Dénisoviens étendaient leur territoire à travers l'Asie ancienne, il n'a pas fallu longtemps avant que les premiers groupes d'Homo sapiens commencent à convoiter CES, région pour eux-mêmes. Quelques migrations distinctes d'humains vers l'Asie ont entraîné un affrontement indirect entre nos ancêtres et leurs cousins dénisoviens, CE, qui s'est finalement avéré désastreux pour CES dernier. À mesure que les groupes d'Homo sapiens pénétraient sur le territoire des Dénisoviens, ils consommaient beaucoup de ressources. La nourriture, les abris et les terres étaient en tous accaparés par les humains modernes qui avançaient rapidement, très bien équipés pour façonner CES nouveaux environnements étranges selon leurs désirs. Les Dénisoviens, aussi intelligents qu'ils étaient, ne pouvaient pas rivaliser avec la menace croissante de plusieurs espèces humaines dans la région et ont finalement disparu. Une diminution des ressources signifiait qu'il n'y avait tout simplement pas assez de nourriture pour les deux espèces. Et c'est nous, les humains modernes, qui avions réussi à fabriquer de meilleurs outils pour faire face au manque de ressources. Finalement, avec la disparition des Néandertaliens du Nord et les différentes espèces vivant dans les forêts du Sud, Homo sapiens se retrouvait seul sur la planète Terre en tant que seul survivant des hominines. Il ne fallut pas longtemps avant que nos ancêtres ne conquièrent le reste de la planète.
C'est une idée étrange d'imaginer la vie aujourd'hui aux côtés de plusieurs espèces humaines. Mais CE serait sûrement une expérience extrêmement intéressante à vivre. Qu'aurait-il advenu de la culture des Denisoviens et des Néandertaliens s'ils avaient réussi à survivre à l'expansion de l'homme moderne ? Auraient-ils pu survivre jusqu'à aujourd'hui en développant leur propre culture et art unique ? Comment nos espèces auraient-elles interagi par la suite ? Malheureusement, nous ne le saurons jamais, et les réponses à ces questions sont aussi mystérieuses que l'existence même des Denisoviens. Tous CE qu'il nous reste de nos cousins Denisoviens, CE sont leurs ossements et une sélection de leurs impacts sur CE monde. Aussi extraordinaires qu'il est Kradinar qu'il ailleurs été, nous ne savons pratiquement rien d'eux. Peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons en apprendre davantage sur CES premier peuple, et sur la façon dont ils vivaient à travers les vastes étendues sauvages de l'Asie ancienne.